Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment transformer vos clients en véritable force de vente. Alors, dans un contexte où générer des leads avec les canaux historiques, l'email, le call call, le paid, devient de plus en plus compliqué, mais surtout plus cher, toute stratégie qui permet de capter l'attention de nos prospects est bonne à prendre. Alors, la recommandation, c'est un canal vieux comme le monde, mais qui est largement sous-exploité par les entreprises. Généralement, les boîtes vont s'appuyer dessus de manière opportuniste, sans jamais réussir à en faire un levier prédictible. Et c'est pour ça que j'ai invité Édouard Petit, qui est cofondateur de Magma et qui accompagne depuis plusieurs années des entreprises de toute taille, de tout secteur, à transformer leurs clients satisfaits en ambassadeurs qui sont capables de générer des leads qualifiés. Il a développé notamment un outil qui permet de structurer des programmes d'ambassadeurs pour en faire un vrai canal d'acquisition. Alors dans cet échange, vous allez découvrir plusieurs choses. Déjà, pourquoi miser sur une stratégie d'ambassadeur? Comment choisir vos ambassadeurs? Comment construire un programme efficace? Comment animer ces ambassadeurs? Et bien sûr, comment mesurer l'impact? Alors, pour cet échange, j'ai voulu qu'à la fin, vous sortiez avec un vrai guide actionnable. Alors, si vous avez envie de diversifier vos canaux d'acquisition, je vous laisse découvrir ça. Allez, c'est parti. Hello Edouard, comment tu vas? Salut Laetitia, je vais très bien et toi? Écoute, super. Ravi de recevoir dans le podcast Prospect by Conisam. Du coup, en fait, je t'ai invité parce que je voulais qu'on parle de génération de leads et notamment de stratégie d'ambassadeur. Du coup, je vais démarrer par cette fameuse question. C'est quoi ton constat actuellement sur la génération de leads, sur la prospection en règle générale, sur les canaux traditionnels? Écoute, déjà merci de me recevoir Laetitia, je suis ravi d'être là avec toi. Ça fait longtemps qu'on se parle, donc je passe un Yes. petit peu de l'autre côté de la barrière, c'est très chouette. Et du coup pour ta question, je pense que là effectivement en ce moment on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, dans un nouvel cycle. Euh, et on l'a tous pu le constater, c'est qu'aujourd'hui les canaux commencent à être un petit peu saturés sur pas mal de choses qui marchaient très très bien depuis 4-5 ans, depuis 2020, explosion Covid, l'emailing de masse, l'emailing ultra personnalisé, etc. On commence à aller un petit peu au bout de tout ça. On a aussi croisé des chemins, les coûts d'acquisition qui coûtent de plus en plus cher. Donc, on est dans un monde où c'est de plus en plus dur de toucher les gens, d'avoir des nouvelles opportunités. Et quand on les a, c'est de plus en plus dur d'arriver à rentrer en contact avec eux de façon pertinente et d'avoir leur part de voix, finalement, leur temps de cerveau un petit peu ouvert pour nous écouter. Donc nous aussi, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à parler des stratégies ambassadeurs et de voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur un asset, comme tu disais, qui est vieux comme le monde, hein, s'appuyer sur ces ambassadeurs pour faire de la croissance, c'est pas nouveau. Mais on pense aujourd'hui que c'est sous-exploité et surtout mal mis en place. Donc moi, je pense qu'il y a une énorme opportunité aujourd'hui à aller là-dessus, euh, tenu du contexte actuel. Ok, du coup d'ailleurs, tu as monté une boîte autour de ça, du coup Magma. Quand tu dis en fait aujourd'hui qu'on est arrivé un peu au bout de la partie euh, prospection traditionnelle, etc. Donc quand on parle de prospection, juste pour les auditeurs, ça va être tout ce qui va être email, call, on peut aussi également avoir les événements, etc. Donc tu parles d'un truc qui est intéressant, c'est le temps de cerveau. Toi, aujourd'hui, on accompagne un certain nombre de clients à mettre en place des stratégies d'ambassadeurs pour compléter un peu ce qu'ils font aujourd'hui. Est-ce que tu dirais qu'il faut complètement abandonner ceci pour tu vois, une stratégie d'ambassadeur? On va rentrer dans le détail de comment la mettre en place. Ou en fait, pour toi, c'est OK, c'est des choses qu'il faut continuer à mettre en place, continuer à faire, mais c'est plus suffisant pour pouvoir atteindre les objectifs. En fait, pour moi, effectivement, c'est pas l'un ou l'autre. On va retourner dans un monde où le mix marketing va être le plus important. Euh, Quand on regarde aujourd'hui le temps qu'il faut pour closer un client, ce qui va être important, c'est la répétition des points de contact qu'on va avoir, la diversité de ces points de contact et cette capacité à réassurer le consommateur. Euh, qu'on soit en B2B, en B2C, aujourd'hui, on est dans un contexte économique qui est plus tendu. Les gens réfléchissent avant de faire des choix d'achat, que ce soit des petits achats, des moyens achats, des gros achats. On va beaucoup plus comparer. Et paradoxalement, l'offre, elle est énorme. Donc, il n'y a plus un seul marché où il n'y a pas un, deux, trois, 10 concurrents. Donc, le consommateur, lui, va être un petit peu submergé par tout ça. Donc, pour moi, l'enjeu, il n'est pas aujourd'hui de dire le call call c'est mort, la prospection c'est mort, l'outbound c'est mort. Rien n'est mort, tout est complètement vivant. C'est juste qu'il va falloir avoir une stratégie la plus globale possible
Et moi, en tout cas, nous, avec Magma, ce qu'on fait, c'est ouvrir un canal de plus, le structurer, le professionnaliser et s'en servir comme un atout majeur dans sa stratégie globale. Je ne crois pas à un seul truc. Et c'est peut-être ça l'écueil qu'il y a eu ces dernières années, c'est que passé la période Covid, la digitalisation de tous les outils et de beaucoup de types d'activités qui ne l'étaient pas, tout le monde s'est un petit peu rué sur les mêmes choses, tout le monde avait mono-stratégie, les coûts étaient très très bas. Là, aujourd'hui, on arrive sur des choses où les coûts deviennent très chers Mm. et du coup, on sature tous sur les mêmes actions qu'on fait. Donc moi, ma logique aujourd'hui est plutôt de dire aux gens, qu'est-ce que vous pouvez faire en plus, qu'est-ce que vous pouvez ajouter de mieux. Et quand nous, on regarde aujourd'hui quasiment 80% des marques, 80% des produits, on se rend compte qu'ils ne s'appuient pas sur leurs clients pour faire des actions. Et c'est dommage parce que c'est des gens qui vous connaissent déjà, c'est des gens qui ont déjà une sensibilité au produit, à la marque, et du coup, qui sont les mieux placés pour vous aider à grossir, tout simplement. Complètement. Bah, du coup, en fait, je savais ce que tu pensais sur ça. Donc, c'est pour ça que je t'en ai là, pour qu'on puisse en plus parler un peu plus de la stratégie de partenariat. J'aime bien en fait ta logique de dire voilà, c'est du plus par rapport à ce que les gens font. Enfin, j'insiste là-dessus parce que tu vois, il y a un peu cette tendance de essayer d'aller toujours sur de la nouveauté. Allez, on se débarrasse de ça. Maintenant, on va sur du contenu. Maintenant, on va sur du partenariat. Maintenant, on va sur WhatsApp. Voilà, on va spammer encore plus les gens sur un nouveau canal. Bon, du coup. Toi, tu as choisi la partie partenariat, donc effectivement, ambassadeur, on s'appuie sur les clients. C'est quelque chose, en fait, tout le monde a des clients, mais peu de personnes l'utilisent ou de manière très opportuniste. C'est pour ça que je voulais t'inviter, c'est que généralement, quand j'entends des boîtes, elles me disent, bon, bah, en fait, on a une bonne satisfaction de nos clients, on a du referral, mais c'est pas du tout structuré. Et du coup, c'est un peu de manière opportuniste. Ah, c'est cool, ce client, on l'a eu parce que telle personne, le bouche à oreille. Et on a souvent tendance à dire que le bouche à oreille, c'est pas un canal prédictible. Et donc, ce que je trouve intéressant en fait dans ta démarche, donc on va en parler ensemble, c'est que là, tu vas transformer comment le referral, comment on se sert des clients pour avoir des nouveaux clients et du coup que ce soit prédictible. Du coup, ma première question, c'est quand on parle de stratégie d'ambassadeur, notamment dans un contexte plutôt B2B, qui peut devenir ambassadeur et surtout comment on choisit en fait les bons profils parce que quand on veut mettre en place une stratégie, on se dit on a toujours peur, est-ce que le client va lui prendre son temps, etc. Comment on fait en fait? Alors c'est une bonne question. Nous, c'est par là qu'on rentre avec chacun de nos clients, chacun des prospects qui nous posent des questions sur comment est-ce qu'on met en place une stratégie ambassadeur. Pour nous, la première question qu'il faut se poser, si on est responsable commercial ou marketing d'une entreprise, c'est finalement qui sont ces gens-là, comme tu l'as dit. Et cette identification de ces gens-là, pour nous, elle se limite pas juste aux clients. Évidemment, c'est souvent le noyau dur. On va dire, en fait, nos clients, c'est nos meilleurs prescripteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils nous connaissent, ils savent ce qu'on fait, ils connaissent nos produits. S'ils sont encore là, même si des fois ils râlent, c'est qu'ils ont un intérêt à y rester. Peu importe de Mm. l'intérêt, ce que je dis souvent. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Et c'est là où nous, dans notre logique de structuration d'une bonne stratégie ambassadeur, on se pose au début avec chaque client, on fait un petit mapping et on va commencer à définir qui sont les personas. Qui sont les personas des gens qui nous entourent. Parce qu'en fait, une entreprise, une marque, c'est des gens qui sont autour, c'est des gens qui vivent autour, qui gravitent autour. Si je fais des parallèles avec les marques du luxe, par exemple, il y a plein de gens qui n'ont même pas les moyens de se payer des marques de luxe. Pour autant, c'est souvent eux le vecteur principal d'influence, d'en parler autour d'eux, de se donner envie mutuellement parce que ça leur... Voilà, c'est un truc un peu inaccessible. Donc nous, on fait cet exercice-là et j'invite vraiment tous les gens qui s'intéressent aux problématiques ambassadeurs, ou en tout cas à créer une base ambassadeur saine, de se dire, en fait, qui sont les gens qui nous entourent. Et là-dessus, ça peut être les clients, ça peut être des partenaires, ça peut être des prescripteurs de l'industrie, ça peut être des influenceurs, ça peut être, et même dans le B2B, on voit, il y a plein de solutions aujourd'hui. Je pense à des banques pro comme Conto, comme Indie, qui sont allés chercher des influenceurs sur YouTube pour voilà, faire graviter leur message, donner la bonne parole et Là, actuellement, Hello Work, par exemple, j'ai vu qu'il y avait une campagne avec le youtubeur hyper connu
connu un des Squeezie. numéros 1, exactement C'est Squeezie. Donc, Squeezie, je crois. ouais, c'est ça. Du coup, ça m'avait d'ailleurs étonné, tu vois, de voir que Hello Work, qui est une boîte plutôt tradie, en fait, dans sa manière de faire du marketing, qui tout d'un coup sort un peu là-dedans. Donc, c'est intéressant, Et- effectivement. Exactement. Et une fois que tu as un petit peu identifié quels étaient les profils, évidemment, tu vas pas aller chercher tout le monde, tu vas te concentrer sur ceux qui te paraissent les plus importants. Et surtout, pour nous, il va falloir le corréler directement aux objectifs que tu as. Parce qu'effectivement, là, par exemple, on parlait de Squeezie avec Hello Work. Si tu as un objectif de notoriété sur une cible en particulier, tes influenceurs peuvent être un levier. Si tu as plus des objectifs business B2B, de ramener des leads, de ramener Tu vas pas des ramener Squeezie, quoi. prospects, voilà, tu vas moins aller sur des leviers d'influence, de communication et de visibilité. Tu vas plus aller sur des enjeux de parrainage avec des programmes d'affiliation un petit peu classiques dans lesquels tu vas onboarder ta communauté ambassadeur au fil de l'eau. Et finalement, après, qui est souvent un peu le premier écueil qu'on a, c'est qu'on va avoir des gens qui vont tout de suite vouloir mettre tout le monde dedans, mettre le maximum de personnes. Et là, nous, c'est des choses qu'on voit et qui souvent font un peu flop, parce que quand on essaye de concerner tout le monde, on concerne personne. C'est un peu des petits poncifs basiques, mais c'est la réalité, parce qu'en fait, on essaye de proposer des choses qui peuvent être génériques, qui donnent envie à personne de se mobiliser, alors qu'il n'y a rien de mieux que d'aller chercher la bonne cible au bon endroit, au bon moment. Ce que je dis souvent dans le B2B, il y a des moments clés de votre relation client sur laquelle vous allez pouvoir surfer et proposer à vos ambassadeurs de se mobiliser. Quand je dis vos ambassadeurs, c'est vos clients. Donc typiquement, être en capacité de lancer de façon automatique une action quand vous faites un formulaire de NPS ou quand toutes vos équipes font une fois par trimestre un bilan avec vos clients, de leur proposer d'aller identifier une, deux, trois personnes qui pourraient recommander, ben, en fait, ça a beaucoup plus de sens que une fois par an, de manière complètement qui sort de nulle part, de solliciter les gens. Donc en fait, il y a vraiment une logique de comment est-ce que je vais me centrer sur mon noyau dur des gens qui vont être moteurs. Encore une fois, c'est pas toujours les gens qui se plaignent le moins. C'est paradoxal, mais des fois, il y a des gens qui, voilà, qui vont râler, mais qui savent pourquoi ils sont là et qui savent recommander le produit et qui savent pourquoi ils restent. Mais c'est d'être capable d'identifier dans votre communauté globale qui sont ces gens qui ont envie de se mobiliser pour vous et ont envie de faire des choses. Et après, il va falloir mettre en place son plan d'action. Ok, bah justement, avant de rentrer dans la dimension du programme, j'aimerais qu'on continue un petit peu sur cette partie segmentation, parce que pour moi, elle est assez importante, puisque c'est de là que tout part. Donc effectivement, j'ai bien compris la logique. En gros, il ne faut pas être dans l'écueil de tout le monde ambassadeur. Est-ce que pour toi, parce que notamment l'audience qui écoute ce podcast, c'est plus une audience B2B, euh, est-ce que pour toi, il y a un nombre, tu vois, il peut y avoir ce truc-là, tu vois, il me faut un minimum d'ambassadeurs pour pouvoir faire un programme d'ambassadeurs, tu vois. Ou est-ce que, en fait, au final, dans ta segmentation, tu pourrais avoir 5 bons ambassadeurs, donc 5 clients, par exemple, et ça suffirait largement pour faire une campagne. Voilà. Et c'est quoi ton avis là-dessus, en fait? Alors, il y a deux choses dans ta question. Effectivement, moi, je conseille aux gens qui ont une base client trop faible ou une communauté trop faible autour d'eux de se lancer manuellement. Aujourd'hui, tu lances ta boîte, tu as 10 clients. Ton focus, c'est pas de mettre en place une stratégie ambassadeur avec un outil, avec des process, avec une stratégie. Si tu as 10 clients, tu te dis qu'à chaque fois que tu les vois, tu leur demandes s'ils connaissent pas quelqu'un, tu rentres ça à la main dans un fichier Excel et c'est très bien. De toute façon, c'est un entonnoir. Tu as 10 clients, t'as pas 10 clients qui vont te recommander quelqu'un. Donc nous, nos estimations, c'est entre 8 et 15% des gens qui vont se mobiliser en fonction de la notoriété de ta marque, en fonction de plein de choses. Donc de toute façon, il faut des volumes. Si tu as 10 clients, tu vas au mieux avoir une personne qui va faire quelque chose. Donc une personne de mobiliser, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. En tout cas, tu n'as pas besoin de te déployer une stratégie et d'y réfléchir 6 mois. Par Bah contre, ça, c'est hyper important de le dire parce que, ouais. parce qu'en fait, tu vois, tu as souvent en fait, cette tendance-là de vouloir monter des grosses machines, que ce soit pour de la lead gen, sur la partie mail, sur la partie call call, de mettre en place, tu vois, des grosses machines. Et pareil, une boîte va se dire, ah, c'est cool, je vais mettre en place une stratégie d'ambassadeur. Et va se dire, en fait, ouais, bah aussi, également, il faut que je mette une machine en place. Donc, très cool, en fait, de se dire que, voilà, il faut quand même un peu de volume pour mettre en place ce type de stratégie. Évidemment. Et en plus, une stratégie ambassadeur hein, dans ton funnel de la vie de ton client, de prospect, signature, renewal, c'est l'étape finale.
Parce qu'en fait, Mmh. tu vois, tu es sur comment est-ce que je génère des clients sur la base de mes clients. Donc, tu es Mmh. déjà obligé de les mettre là-dedans. C'est aussi pour ça, on revient au point de départ, hein, mais que arrêtez pas de faire de l'acquisition, arrêtez pas de faire de l'inbound, des outbound. De toute façon, vous allez en avoir besoin pour pouvoir mobiliser ces gens-là. Par contre, il faut que vous ayez un seuil minimum de personnes qui sont autour de vous pour que ça fonctionne. Tu vois, nous, là, on travaille avec des gens qui vont juste être indépendants et qui ont un réseau autour d'eux de partenaires revendeurs. C'est des petits volumes, mais en fait, lui, il sait que c'est des gens qui vont travailler pour lui. Donc lui, il a 30 Mmh. personnes qui sont des revendeurs de ses solutions. Bah, il a mis en place un outil parce qu'il sait que sur cette communauté-là, il va avoir 15-20 personnes qui vont se mobiliser. On est presque proche d'un programme de recel, de revente, d'affiliation. Bon, bah, en fait, ça fonctionne. Et donc, du coup, ça va vraiment dépendre de plein de paramètres. Mais moi, sur des business un peu classiques, où globalement, ton audience de clients, elle ne dépasse pas les 10-20 personnes, fais des choses à la main, lance des choses simples, et ensuite, fais grossir quand tu as dépassé le seuil de 30-50. Pourquoi? Parce qu'en fait, la communauté d'ambassadeurs, elle va commencer à être vraiment intéressante à partir du moment où tu as 5 personnes super actives. Parce qu'à partir de là, tu vas avoir un volume suffisant pour aller travailler sur des actions stratégiques. Que ce soit du parrainage. Il ne faut pas oublier que le parrainage, c'est un super levier, évidemment. Mais pareil, c'est des effets d'échelle. Une fois que tu as épuisé le vivier de ressources de tes 5 ambassadeurs, ils vont pas tous les matins aller rencontrer des gens qui sont tes clients. Sinon, c'est tes commerciaux. Ouais, c'est clair. Donc en fait, l'opportunité, elle va être cyclique. Donc 5, 10 sur le referral, il va y avoir des effets de seuil qui vont être vraiment importants. Et surtout, il va falloir que tu t'assures que ce volume-là se renouvelle fréquemment pour que tu puisses retaper dans un nouveau vivier. Après, sur des actions un petit peu différentes, comme les mobiliser sur de la production de contenu pour aller parler de toi auprès de communautés, sur les réseaux, sur LinkedIn, bon, bah là, évidemment, il suffit juste d'avoir 2, 3, 4 personnes qui ont un réseau, qui sont OK pour parler de toi sur certains formats, et qui du coup vont pouvoir travailler, entre guillemets, à tes côtés pour produire du contenu, pour animer des événements, pour faire des webinars comme on peut en faire de plus en plus. Et du coup, là, bah, tu rajoutes une énorme couche de preuve sociale parce que c'est plus toi en tant que marque qui parle, c'est des gens qui travaillent avec toi, qui ont un label sur leur communauté. En tout cas, ils ont une crédibilité et du coup bah, le message il va passer différemment, plus facilement et il va venir à plein d'endroits différents. Donc en fait il y a un seuil pour moi de la taille de l'entreprise et de la structuration de la base client, mais après une fois que tu as structuré ça, en fonction des actions que tu vas vouloir mettre en place, soit il va te falloir beaucoup de volume et avec comment dire, un renouvellement de ta base qui va être fréquent sur le parrainage parce que sinon en fait tu vas vite aller au bout, soit il va falloir être sur des actions un peu plus tactiques sur lesquelles 5 ambassadeurs suffisent largement. Ok. Avant tout, juste, on va y aller, hein, je rassure l'audience, on va parler de comment faire de manière concrète, mais j'aimerais quand même finir cette partie segmentation. On a beaucoup parlé de clients sur la partie B2B. Est-ce que pour toi, les employés d'une boîte, tu les considères comme des ambassadeurs? Bah, Tu peux les alors, considérer à intégrer dans un programme d'ambassadeurs qui va générer des leads, hein. Évidemment, on est là pour ça. Euh, en fait, c'est marrant parce que nous, au début, on n'y croyait pas plus que ça sur cette version plutôt business. Et en fait, spontanément, il y a des entreprises qui ont commencé à rajouter leurs employés dans les communautés pour pouvoir mener des actions. Alors, j'ai pas d'exemple en tête d'employés qui vont rapporter des leads parce que en fait, souvent, ça fait aussi partie de l'activité de la boîte. Donc, Ouais. si tu as un prospect, tu le fais et tu contribues à l'entreprise. Si en plus tu es dans l'équipe sales, globalement, c'est ton boulot. Donc, C'est tu vas ton job, pas. ouais, effectivement. Voilà. Par contre, non, on voit de plus en plus d'entreprises qui utilisent leur base interne pour aller rajouter cette preuve sociale du contenu, des événements, aller se mobiliser sur ce que nous on appelle chez nous la brique challenge, mais se mobiliser pour aller liker des choses, partager des choses auprès de leur communauté. Et ça, c'est pas con, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on oublie souvent, mais tes employés, ils ont quand même une part de voix, ils ont une audience, ils ont un pouvoir d'influence de bouche à oreille qui est pas à négliger. Et des fois, on est dans le flux, on est dans le quotidien, t'oublies de te dire, ah putain, j'aurais pu partager cette news-là qui est assez chouette, je sais pas, sur un groupe, sur une page, sur un forum, ou même juste sur mon LinkedIn. Ça me coûte rien et ça peut aider la boîte. Donc là, c'est à la boîte de réfléchir à comment est-ce qu'on peut les Donc en fait, mobiliser, les rétribuer. les employés supportent plus le programme d'ambassadeur que
ils y participent réellement en tant d'ambassadeurs eux-mêmes, quoi. Enfin, en gros, Exactement. C'est un ok, autre rôle d'ambassadeur, mais c'est une ok. fonction en tant que telle. Ouais. Ok. Bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet sur comment construire du coup un programme d'ambassadeur. Là, du coup, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on soit vraiment assez didactique parce que moi, je vois plein de gens qui ont essayé de le faire. Et toi, je sais que tu m'as partagé des use cases qui fonctionnent bien. Mais souvent, tu vois, tu as une grosse envie de le faire. Et puis, comme c'est quand même quelque chose qui demande en fait du temps, de l'animation, etc., on voit très vite des gens qui se démotivent. Et souvent, alors surtout dans les boîtes françaises, il n'y a pas forcément quelqu'un qui est dédié à ça. Et donc, forcément, c'est soit le head of sales à côté de ses 10 000 missions qui fait ça à côté. Voilà. Bon. Du coup, pour toi, en fait, c'est quoi les piliers d'un bon programme ambassadeur qui génère vraiment des leads? Mais il n'y a pas de secret. Enfin, la première chose que tu as dit, c'est qu'il faut que déjà qu'il y ait un référent dans l'entreprise qui prenne le sujet en charge. Pour nous, ce référent, quand on l'identifie, il doit avoir la capacité à la fois de prendre des décisions, à la fois de communiquer avec la base ambassadeur, quel que soit, si c'est les clients, il faut qu'elle puisse remonter sur l'équipe Customer Success pour que ça puisse fonctionner. Il faut aussi que ce soit quelqu'un qui puisse avoir les mains libres pour mettre en place un programme de rétribution. Parce qu'en fait, c'est ça la clé, hein, on va pas se mentir. Il faut que tu aies des gens, il faut que tu arrives à les engager, il faut que tu crées des actions spécifiques qui leur donnent envie de se mobiliser. Et derrière, la question qui revient toujours, c'est OK, mais j'y gagne quoi? Qu'est-ce que j'ai Hmm. à y gagner? Donc en fait, une fois que tu as ces quatre piliers-là, une fois que tu as la personne qui a la capacité de driver ça, l'enjeu, c'est vraiment de partir de la base, de c'est quoi tes priorités. Dans le cas que tu viens de dire, qui est de ramener plus de leads, bah, il va falloir mettre des actions qui sont en place liées à ça. Il va falloir identifier les segments qui peuvent t'apporter, qui peuvent participer à toutes ces actions et bien structurer ta politique de récompense pour te dire, bah, ok, moi, je suis client Penny Lane, tu vois, qui met en place beaucoup de choses sur ces sujets ambassadeurs. Bah, si moi je recommande quelqu'un parce que je sais que c'est un entrepreneur qui galère à gérer sa gestion financière, bah, je vais le recommander et je sais que derrière, l'équipe Penny Lane va me remercier et va m'envoyer un petit bon d'achat pour me faire plaisir. Bon, bah, au moins je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je suis rétribué. Donc en fait, c'est vraiment ces quatre points-là qu'il va falloir définir. Ambassadeur, action, rétribution et la communication. Comment est-ce qu'on active tous ces gens-là. Moi, ce que je recommande pour le début, c'est d'arriver sur des actions simples avec une récurrence forte. Parce qu'en fait, assez vite, quand tu commences à réfléchir avec les entreprises, les gens, ils ont plein d'idées. Tu leur dis, ah bah Hmm. en fait, on pourrait faire du contenu, comme ça les gens, ils partagent des choses sur leur LinkedIn, et du coup, bah, ils ont leur lien d'affiliation, donc ils vont, ok, super, fine, dans l'absolu, pas de problème. Dans la réalité, ça veut dire que c'est quoi la fréquence à laquelle on leur propose Hmm. d'aller faire des choses. Une fois que la personne elle a déjà fait quelque chose, est-ce qu'elle va refaire quelque chose? Il va falloir retrouver un axe. Donc en fait, c'est beaucoup de créativité à avoir à chaque fois. Quand tu as quelqu'un qui est responsable et qui est responsable com ou social media ou influence dans les boîtes, bah pas de problème. Il est en charge de ça, il va animer cette partie-là, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça demande quand même du taf. Alors que de l'autre côté, tu as des actions type le parrainage, où tu vas mettre en place finalement des boutons d'action, tu vas mettre en place des campagnes, tu vas automatiser la demande à des actions clés de ton parcours client, bah, la personne, elle peut tilter tous les mois, te ramener des gens. Et ça, c'est des choses qui tournent un petit peu en ligne de fond. Donc pour moi, c'est vraiment important d'arriver à bâtir ce que nous on appelle des actions permanentes. Donc en fait, le parrainage en est une. On a une autre brique qui s'appelle le matching, où du coup on permet aux gens d'aller facilement faire un ref call parce que tu arrives sur une solution et tu dis ah mais tiens ça m'intéresse cette boîte et c'est rigolo dans leurs clients je connais Edouard il l'utilise ah bah je clique sur Edouard on va pouvoir te mettre en relation et du coup très facilement tu vas pouvoir avoir un échange avec Edouard. Pour moi je suis ambassadeur. Bon bah on me demande d'avoir un avis sur une solution, je vais pouvoir le faire très très facilement. Encore une fois, tu vois, sur des penny lanes, c'est des choses que je fais naturellement. Ouais, ouais, tu veux. Et du coup, c'est quelque chose qui va se mettre tout seul parce que si tu as du flux de prospects qui arrivent de ton CRM ou de ton site web, bah, on va pouvoir créer ces mises en relation automatiquement. Ce qui fait que sur ce type d'action-là, un peu à la fin de l'année, tu vas pouvoir te dire, OK, on a mis en place au début, il y a un petit effort de 10 jours au départ pour réfléchir un peu à cette structure.
à la rétribution, mais derrière, ça tourne. Et donc, nous, on fait des points au milieu de l'année pour dire, bon, bah, ok, ça tourne. Vous avez aussi une brique d'avis parce que vous voulez collecter les avis de vos ambassadeurs pour pouvoir aller les publier sur d'autres plateformes. En fait, toutes ces actions permanentes, elles te servent à bâtir ton noyau dur de gens qui ont envie de s'impliquer. Et une fois que tu as ça, bah, tu vas pouvoir aller à l'étape suivante et te dire, OK, là, j'ai des actions ponctuelles avec des besoins ponctuels qui vont nous aider sur certains sujets. On a des gens qui proposent sur la partie événementielle d'aller à un salon, que leurs ambassadeurs les viennent sur un salon pour ramener des personnes. Donc, il y a un salon spécifique sur une industrie spécifique, le e-commerce. Bon, bah, tu proposes à 5 clients de venir sur le salon, soit pour prendre la parole, soit pour leur dire, bah, ramenez-nous les gens que vous connaissez qui sont à ce salon pour qu'ils viennent. Bon, bah, en fait, tu fais du parrainage en live directement. Sauf que ça, c'est Mm. ponctuel. Ça veut dire qu'il y a Mm. quelqu'un derrière qui va devoir se poser et de se dire, le mois prochain, c'est quoi les events qu'on a, qu'est-ce qu'on leur propose, comment on s'organise. Encore une fois, si tu as quelqu'un qui est en charge de l'événementiel et qui s'organise des webinars tout le temps et qui a besoin d'un client pour venir parler ou même d'un client pour organiser un webinar thématique sur ta boîte, bon, bah, la personne, elle peut faire le planning. Mais encore une fois, le départ, vous ne chargez pas trop. Vous mettez en place les basiques, les choses qui sont récurrentes, permanentes, qui tournent tout seul. Vous avez un programme, les gens ils savent ce qu'ils peuvent y gagner et ça tourne. Et après, on réfléchit à comment est-ce qu'on engage plus de gens. Et en fait, j'aime bien ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a cette dimension à avoir en tête quand on met en place une stratégie d'ambassadeur de la durabilité, d'où la prédictibilité. Parce que souvent, voilà, on a cette logique de se dire, OK, on va mettre en place une action, les gens vont nous recommander, on va signer deux, trois clients, on va dire, ouais, c'est cool, mais en fait, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, effectivement, tu as cité pas mal d'actions qui sont assez simples à mettre en place et qui sont récurrentes. Ce que j'entends, c'est il faut quand même que tu restes toujours dans la tête de tes ambassadeurs. Et c'est ça, en fait, que bah, c'est comme le partenariat. Je trouve ça très dur, en fait, de savoir animer les gens. Donc, tu as parlé de rétribution. Euh, Comment tu fais, justement, quand tu n'as pas de personne dédiée? Parce que la plupart des gens, surtout en France, encore une fois, ils n'ont pas des community managers, etc. Ou même, quand je vois des profils comme ça en France, c'est des gens qui sont très peu valorisés. Je les vois, ils galèrent énormément. Enfin, tu vois, j'ai déjà vu des exemples de boîtes où parfois on me demandait, on me sollicitait pour participer à un truc. Je disais, OK. Et ils n'avaient pas trop Soit. de récompenses. Mais surtout, ils n'avaient pas de récompense à me donner. Et je savais que c'était super dur. C'était leur direction, tu vois, typiquement, qui leur donnait pas grand-chose, etc., etc. Parce que tu as aussi ce sujet-là. Tu peux avoir la bonne personne, mais qui n'a pas les moyens, en fait, de sa politique. Du coup, voilà. Qu'est-ce que tu dirais par rapport un peu à ça? Parce que mettre en place des actions, ok. Comment tu fais pour avoir les bonnes rétributions sans tuer ton produit, en fait, d'une certaine manière? Tu sais, on a quand même ce côté, il faut pas que j'en donne trop, parce que si j'en donne trop, bah, en fait, je vais perdre. Si c'est la mauvaise manière de. Alors, tu as deux questions. La première que tu m'as posée, c'est sur la partie communication, quand tu as un peu personne qui a les moyens de s'en occuper. Moi, je pense que c'est là où aussi il faut passer sur enfin, faut s'accompagner d'une plateforme. C'est-à-dire que l'intérêt, et là je prêche clairement pour ma paroisse, d'avoir une plateforme comme Magma, c'est que du coup, bah, non seulement tu as cette réflexion de départ qui va être un peu importante, mais derrière, on va créer des choses qui s'automatisent par rapport à tes process actuels. Ce que je Hmm. dis, réinventez pas la roue. Si vous avez des webinars, bah, en fait, on va aller se plugger là-dessus. Si vous avez une stratégie de contenu social média, on va aller se plugger là-dessus. Si vous avez un CRM qui tourne avec des prospects, on va se plugger là-dessus. Donc en fait, on va essayer de faire en sorte que ça vive tout seul, pour faire en sorte que ben, un client qui arrive, qui est onboardé, qui est lancé, boum, un mois plus tard, il reçoit son invitation pour être ambassadeur. Personne qui a besoin d'y penser, de se dire ah ouais, on a oublié. Donc tout ça, cette machinerie-là qui est importante, ça déjà d'un point de vue communication, c'est ça qui va te permettre que ça tourne tout seul. Après, l'intérêt aussi de ça, c'est que bah, nous, on a une plateforme. Donc, nous, on sait que l'engagement mensuel, ça va être important d'être dans la tête, comme tu as dit, de la personne. Donc, nous, en fait, il y a tout un tas de petites notifications qui viennent t'activer en fonction des canaux que tu as décidé, email, SMS, WhatsApp. Et donc, du coup, tu vas recevoir une petite notification de la marque auquel tu appartiens en tant qu'ambassadeur, qui va dire, bah voilà, en ce moment, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu as déjà des points, tu peux débloquer des choses ici. Donc, mine de rien, quand tu as moins de moyens, bah, la plateforme est souvent une solution parce qu'elle va te permettre d'avoir une structure qui fait que ça tourne tout seul sans que tu aies besoin de faire des choses. Là, tu vois, on discute avec une boîte en B2B qui fait un logiciel d'achat donc pour les acheteurs dans les entreprises. Bah, eux, aujourd'hui, ils font du matching à la main parce qu'en fait, ils savent que la personne, si elle rencontre un client et qu'elle a discuté avec elle, ils ont 50% de chance de plus que ça signe. Donc ça, c'est leur chiffre, c'est pas les miens. Ils le font manuellement, c'est une tannée.
Ils ont un Mmh. Slack avec les Customer Success, ils font des intros à la main, ils savent pas ce qui s'est passé, etc. Mmh. Ils me disent, ouais, mais en fait, nous, c'est compliqué, il n'y a personne qui peut s'occuper du programme. J'en fais, oui, mais en fait, là, vous êtes Il y a 12 à déjà quelque savoir. chose à faire. Les commerciaux le font déjà de manière naturelle. Les Là, gens le font, c'est mmh. manuel, vous suivez pas, vous rétribuez pas tous vos ambassadeurs, ils les appellent pas Mmh. comme ça, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à savoir s'ils l'ont fait ou pas, vous savez pas si c'est une influence. En fait, mettez un outil en place, automatisez ce truc-là, prenez ce socle de départ, et du coup, ça va tourner. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment important, parce que du coup, c'est là où tu mets les couches. Tu vas commencer avec une Tu brique, structures, une ouais. autre. Tu structures, et ça Mmh. tourne. C'est vraiment Mmh. l'objectif, c'est que tous les mois, tes ambassadeurs, ils peuvent se mobiliser ou pas, en fonction de ce que tu proposes. La deuxième chose sur la rétribution, c'est pareil. Nous, en gros, on a un peu deux façons de prendre l'axe. La première, c'est de se dire, en fait, tu rationalises par rapport à tes coûts, effectifs déjà. Donc, tu veux proposer aux gens de te parrainer quelqu'un, la prime de cooptation, de parrainage, de référol, d'affiliation, bah, tu la mets en place en fonction de l'acquisition que ça t'aurait coûté si tu avais fait de l'acquisition de nouvel utilisateur. C'est bête. Donc si aujourd'hui ton coût d'acquisition il est à 1000 euros pour signer un client à 12 000 euros, entre guillemets, bah, dis-toi que tu peux assez facilement proposer à tous tes ambassadeurs 500, 600, 700 euros. Mmh. C'est logique. De toute Mmh. façon, il l'aurait peut-être même fait spontanément. Là, c'est juste que tu vas le structurer, donc tu vas faire en sorte que les gens ils le font et ils le refont. Mmh. Donc moi, c'est vraiment ça que sur lesquels nous, on essaye d'évangéliser là-dessus, sur la partie rétribution, c'est de se dire, en fait, on n'invente rien. Toutes les actions que vous allez proposer, de toute façon, vous les faites à côté avec d'autres leviers, avec d'autres boîtes, avec d'autres prestataires. Là, c'est juste que vous le faites avec vos clients. Donc réfléchissez quelle est la valeur de ça. Et après, une fois que tu as la valeur, nous, on a un petit atelier qu'on aime bien aussi proposer aux clients, c'est euh, la réflexion sur les valeurs de l'entreprise, les valeurs de la marque. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as des marques, ils n'ont pas du tout envie d'être dans une relation transactionnelle avec leurs clients, de leur refiler de l'argent, etc. Donc c'est là où tu vas pouvoir aller sur soit des cadeaux, soit des accès à certaines choses qui sont un petit peu exclusives. Et là, tu rentres dans des choses qui vont être intéressantes parce que tu peux aussi recréer de la relation interpersonnelle avec ta base client. Et donc là, normalement, tu es censé récupérer un peu de l'engagement de tes équipes Customer Success parce que tu vas pouvoir leur donner accès au fait de rétribuer les clients si ils font des choses pour eux. Bah, j'aime Donc, bien ce que tu dis parce qu'en fait, il y a une nouvelle mode là qui dit que en fait, bientôt, on devra payer les gens pour pouvoir leur parler, faire des rendez-vous. ouais, Quand j'ai on vu est ça. commercial, on se dit, est-ce que j'ai envie de vivre dans ce monde-là? Du coup, en fait, ce que tu dis, c'est que en fait, on peut récompenser nos ambassadeurs, pas uniquement avec l'argent, parce que ce qui nous vient en tête, c'est de se dire, bah en fait, tu me proposes un lead, le côté apport d'affaires, bon, il a l'air assez évident en termes de pourcentage. Et là, bon, je trouve que tu as donné une bonne idée de calcul, en fait, ce que tu pourrais. Mais il y a aussi d'autres manières de faire, notamment de proposer l'exclusivité peut-être sur des features ou bien de la visibilité, parce que parfois les clients en B2B, je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça, ont un intérêt en fait. Enfin, tu vois, moi, je peux avoir un intérêt à être visible, bah, par exemple, avec Conisum. Typiquement, forcément, je co-crée un podcast avec eux. Et c'est un produit que j'adore, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et donc, forcément, j'ai un intérêt, en fait, d'associer mon image de commercial à cette boîte, quoi. Donc, est-ce que tu vois souvent, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que parfois on pourrait se dire, non, ben bon, les gens n'ont pas forcément besoin de visibilité, tu vois. En fait, c'est là où moi je trouve qu'on ouvre une porte qui est super intéressante dans l'engagement et nous ce qu'on appelle la récompense. On n'appelle pas ça tu vois, l'argent. C'est qu'en fait, tu vas devoir t'adapter aussi au type de profil que tu as en face de toi. Évidemment, demain, tu mets un programme ambassadeur, tu vois, comme je te parlais tout à l'heure, avec que tes resellers, que tes revendeurs. Bon, bah, en fait, c'est quasiment une façon de bosser avec eux, une façon de les rétribuer, mais en vrai, eux, ils vont avoir surtout envie d'argent, c'est leur métier. Donc, Mm. si tu as des profils de vendeurs, eux, ils veulent de la com, ça fonctionne comme ça. Mais si tu vas sur d'autres types de profils, nous, on a des boîtes dans lesquelles les gens ne demandent pas leur récompense. Ils sont juste remerciés, ça leur fait déjà super plaisir. Ça paraît bateau, hein. Mais en fait, quand nous, on travaille sur cet atelier de récompense, on essaye d'ouvrir au maximum toutes les possibilités qui peuvent être faites et ce que nous, on voit côté Magma qui se fait et qui marche bien. La base de l'engagement, ça va te paraître tout bête, ça va te paraître ridicule ce que je te dis, mais la base de l'engagement, c'est remercier les gens.
Complètement, je suis complètement d'accord. Mais d'un point de vue manuel, tu vois, bon, moi, j'ai pas ta plateforme, mais d'un point de vue manuel, quand je suis mis en relation, je sais que en tant que sales, je mets un effort particulier à tenir au courant, tu vois, surtout quand tu es sur de la vente complexe. Ton Clairement. deal, tu vas pas le signer demain. Donc, Hmm. parfois, ça peut prendre 6 mois. Mais j'aime bien, en fait, tu vois, me dire, j'ai des étapes et je préviens, en fait, la personne qui m'a mis en relation. Et ça, en fait, tu sens que il y a une reconnaissance en fait en disant mais ok quoi, je leur demandais pas trop tant et du coup je veux bien croire que les gens ne demandent pas leur récompense, ils se disent juste en fait le fait que tu reconnaisses que je t'ai fait une passe D, désolé de le dire comme ça, c'est déjà très suffisant donc ça je veux bien le croire en fait. Exactement. Et puis surtout, enfin, c'est la politesse niveau zéro, quoi. Ouais. Donc c'est ce que Et tu après c'est attends bien d'avoir un implicitement. outil je trouve parce que parfois tu peux oublier parce que tu es Parce pris que tu par plein de oublies. sujets etc et à un moment Parce donné que voilà quoi. tous, et puis même des trucs bêtes, on va me faire une intro pour me mettre en relation, je vais passer à mon commercial il close le deal, je suis plus du tout dans le truc, donc j'en Exactement sais ouais. rien. Mm. Mais en tout cas, c'est le niveau basique. Et après, tu as tellement d'opportunités pour aller faire des choses. Dans les exemples que je peux te citer, tu vas avoir, bah, truc basique, mais donner des discounts sur ton offre. Mm. Parce qu'en fait, il y a des gens, bah, tu vois, ils sont très contents de pouvoir utiliser Notion gratuitement parce qu'ils ont invité 18 000 personnes. Pareil, c'est des choses basiques, mais c'est des choses qui marchent bien. Après, tu as le travail sur tout ce qui est ta marque entreprise, avec des goodies, des trucs comme ça. Pareil, ça paraît bête, mais c'est des trucs que les gens, Ah non ils on adore. adorent Bah oui bien avoir sûr. parce Mm. qu'ils se sentent appartenir à une communauté. Mm. Tu vois, il y a des événements d'entreprise, bah, du coup, le partenaire, il débarque, il a le pull d'ambassadeur, bah, il est trop content, en fait. Tu vois, il est un peu à un autre niveau, quoi. Ouais complètement. Euh, Après, tu as aussi tout ce qui va être les accès exclusifs que tu peux avoir. Nous, on a un client, il a une loge dans un stade de foot du côté du sud, à Toulouse. Bah, en fait, ils ont une loge, ils peuvent pas inviter tout le monde. Bah, ils prennent les gens qui ont le plus participé, ils leur envoient une petite notif, ils leur disent bon, bah, voilà, si tu veux, on peut t'inviter. T'as participé, t'as fait ça, tu nous as recommandé 3 personnes. Il y a un match, est-ce que ça te dit? Bon, bah, ça coûte rien à l'entreprise, c'est déjà une loge qu'ils ont. Ils auraient pu inviter les clients qui sont les clients qui dépensent le plus, évidemment, tu vois, c'est un peu le réflexe. Sauf que dans la réalité, tu as peut-être un petit client qui t'a ramené plus de business que ton client qui dépense le Complètement ouais. plus et qui s'en Mm. fout de toi. J'aime bien ce que tu dis, c'est que le fait de récompenser les gens qui t'apportent des choses et pas forcément celui qui t'apporte le plus en termes de business, c'est important. Mais en fait, cette relation-là, effectivement, ton ambassadeur, c'est pas forcément celui qui génère le plus de chiffre d'affaires dans ta boîte, quoi. Et Euh, du coup, effectivement, donc, en tout cas, ça a donné Exactement. pas mal d'idées là sur la partie récompense. Moi, je pense à Roland Garros, hein. Évidemment, Roland J'adorerais être Garros. ambassadeur de boîtes qui peuvent me filer des places pour Roland Garros. Ça, c'est. Voilà. Mais bon, voilà, pour ceux qui aiment le foot, etc., tu as pas mal de choses. Et je pense, par exemple, des marques de luxe qui ont aussi des. Tu peux avoir des ventes privées, des trucs assez très spécifiques, etc. etc. Maintenant, j'aimerais juste qu'on parle parce que tu vois, les gens, ils peuvent se dire bon, bah, en fait, c'est cool, ok, je vois ce que je peux mettre en place. Mais Mhm. bon, tu sais comment on est. On se dit, bah, en fait, ce programme d'ambassadeur, tu as parlé d'outils, donc ça, c'est déjà la première step. Mais comment on structure ça dans une boîte? Qui s'en occupe? C'est une question sales ou c'est une question market, ce sujet? Pour nous, en tout cas, de ce qu'on constate, parce que moi, de mon point de vue personnel, c'est pas Même trop customer l'enjeu. success, hein, pardon. Ou même customer success, est-ce que c'est un sujet de Ouais, customer ce que success? j'allais Ouais. dire. En fait, nous, ça vient de 3 axes différents. Évidemment, en général, c'est toujours relié côté business de l'entreprise, évidemment. Euh, mais ça peut venir de problématiques différentes. C'est pour ça que nous, la première question qu'on pose aux gens qui viennent nous solliciter, c'est quoi ton objectif? Parce qu'il y en a qui débarquent, qui nous disent ah bah moi en fait je suis responsable de la communication, on a 50 clients, 500 clients, on a envie qu'ils fassent des choses pour nous, qu'ils se mobilisent, qu'ils viennent à nos events, qui bon bah c'est pas la même chose, c'est pas du tout le même programme que le responsable sales d'une boîte SaaS B2B qui arrive, qui dit bon bah moi en fait j'ai 2000 clients, j'aimerais qu'ils puissent tous me ramener au moins une opportunité à l'année. Mm. Et du coup ça n'a même rien à voir parce que d'un côté, tu vas aller te connecter à différents outils pour automatiser certaines choses. De l'autre, tu vas aller dans le CRM pour trigger des choses par rapport aux activités des clients, pour faire en sorte que, bah, en fait, à la première meeting où le mec est satisfait, boum, on lui propose d'aller faire des actions. Et du coup, bah, la logique est différente. Côté Customer Success aussi, c'est intéressant. Là, on rentre plus dans comment est-ce qu'on va rentrer sur la fidélité. Donc, tu vois, on va créer des programmes ambassadeurs plus proches d'actions de fidélité, où là, évidemment, tu vas dire, bah, tiens, tu pourrais faire des choses avec nous, tu pourrais débloquer telle chose, tu pourrais... Et du coup, bah, tu auras accès à Roland Garros. Enfin, tu vas débloquer le stade Roland Garros. Mais du coup,
il y a quand même une question en interne de process, j'imagine, que tu dois mettre en place, parce que, bon, un head of sales, il aura toujours intérêt de faire en sorte que sa stratégie de referral fonctionne pour avoir plus de pipe. Mais quand ça se situe, tu vois, au niveau de l'équipe marketing, qu'il n'y a pas forcément, en tout cas, il n'y a pas forcément cette culture de variable, tu vois, pour les équipes marketing. Non plus pour les customer success. Ils sont très très mal payés, très mal généralement rémunérés dans la plupart des boîtes. Tu vois, il faut aussi également que les équipes en interne aient l'intérêt, tu vois, de faire avancer en fait ce programme d'ambassadeur pour que ça ait des résultats, parce que bon, on sait comment ça se passe. C'est ok, on met de l'argent dans un outil, par exemple Magma, on se dit voilà, qu'est-ce que ça rapporte. Du coup, ça me permet d'aller sur la question de l'impact. C'est quoi les pratiques que tu suggères toi aux boîtes pour faire en sorte que les gens en interne se disent ok, en fait, je vais faire le travail de bah, de faire en sorte que ça marche en fait ce programme. Alors, on utilise la visualisation, ça paraît un peu bête, mais en gros, tu viens dire à la personne, en fait, on va donner des nouvelles équipes à tes équipes. Ça va sur deux aspects. En fait, et c'est là où nous, on change de paradigme, on essaye de faire changer de paradigme dans la tête des gens, c'est que tu te dis, ok, t'es Customer Success, ton équipe, il y a 6 personnes, vous gérez 2000 clients. C'est galère. Comment est-ce que tu vas prendre ta communauté ambassadeur qui du coup fait potentiellement 2000 personnes, ou alors tes partenaires qui vont faire les intégrations avec toi, bref, tu t'entoures de nouvelles personnes pour simplifier ton travail. Donc tu vas rajouter des gens avec toi. Donc soit tu rationalises avec une donnée de coût en te disant bah en fait si on arrive à avoir, tu vois, il y en a qui mettent des ambassadeurs pour aller présenter les nouvelles features. Donc c'est des clients qui utilisent la features, qui vont présenter la nouvelle Mm, features aux autres via des webinars. Bah, en fait, tu t'enlèves quand même du temps. mm, Donc potentiellement, tu peux très bien te dire, bah ça, a un coût. On aurait dû recruter quelqu'un qui fait du customer support orienté content marketing. Bah là, on a cette ressource en interne qui peut nous le faire. Du coup, tu as toujours un rationnel qui va venir avec ça. Soit c'est du temps humain, soit c'est du temps de prestataire. Du coup, tu vas par exemple sur le sujet d'influence marketing, quand tu as des gens qui se posent la question d'aller activer une agence qui va trouver des influenceurs, qui va produire du contenu pour eux, en fait, tu as tout un tas de coûts qui sont liés à ça, que du coup, tu vas pouvoir rationaliser de l'autre côté. Donc, tu peux te dire, bah moi, dans Magma, mes 2000 clients, je me rends compte qu'il y en a 50 qui ont plus de 2000 followers sur LinkedIn, je vais leur proposer d'aller faire une campagne. Bon, bah, le prix, il est fixé, entre guillemets. Tu sais combien ça aurait pu te coûter. Donc, l'objectif, c'est pas que ça te coûte plus, l'objectif, c'est que ça te coûte un peu moins. Et du coup, bah, encore une fois, tes équipes marketing ou com, bah, ils vont pas juste avoir une agence à côté d'eux, ils vont avoir une agence, mais aussi 2000 clients qui peuvent faire des choses pour eux. Ouais, c'est cool. Et en plus, dans un contexte où l'idée, c'est de faire plus avec moins, là, on est dans une stratégie qui permet d'avoir en fait une équipe à construire et pas forcément recruter plus euh, sur certaines parties. J'aimerais justement qu'on parle justement de mesurer l'impact, parce que tu as parlé déjà en fait des Ouais. impacts en termes de coûts, de ressources, notamment d'équipe. Mais quel KPI on suit en fait pour savoir si ça marche vraiment en fait ta stratégie de parce que tu vois, moi j'aurais tendance, parce que je suis obnubilée par ça, à essayer de suivre le volume de lead. Mais il y a peut-être d'autres choses en fait. Est-ce que ça peut jouer parfois sur des taux de conversion? Je sais par exemple, moi, un truc que je faisais de manière très manuelle, pratiquement systématiquement, quand j'arrivais à un certain stade de mon pipeline avec un deal, c'est de mettre en relation avec des clients. Voilà, j'avais identifié des clients, etc. Bon, ça ne me générait pas des leads, mais ça me raccourcissait en fait mon cycle de vente. Est-ce que c'est des choses aujourd'hui que tu arrives en fait à traquer? Voilà. Donc, Ah, en fait, nous, à partir du moment où on est connecté sur le CRM, de facto, on a accès à cette information. Donc c'est aussi pour ça. Là, vraiment, je reprends la casquette Magma. L'intérêt d'avoir un outil, c'est que nous, on va aller s'immiscer dans ton HubSpot, dans ton Salesforce. Une opportunité, elle rentre par un ambassadeur. Je la traque, je connais la conversion. Donc moi, je vais pouvoir te dire combien ça t'a ramené de gens, donc le lead, mais aussi combien ça t'a ramené de personnes en transfo. Sachant qu'en termes de rétribution, tu vas pouvoir le rétribuer au moment où il y a un lead qui arrive, mais aussi au moment du closing. Donc il va y hmm. avoir deux cuts potentiels que tu vas pouvoir activer. Donc en fait, tu vas rationaliser très facilement. Et moi, des fois, mon objectif, c'est pas de te dire, regarde, je fais mieux que tel autre levier. Mon objectif, c'est des fois de juste te dire, en fait, regarde par rapport à ça, bah, ça te coûte moins cher des leads sur Magma. Voilà. Il y en a moins, c'est limité par rapport à ta base client, mais ça va te coûter moins cher. Donc, ou alors ça te coûte trop cher, on fait un point, on se dit bah, en fait les rewards sont trop élevés, donc on va le fonctionner différemment. Mais donc ça, dans ton funnel de vente, on va être vraiment capable de savoir le lead, il est là, il est arrivé ici, il transforme. Du coup, en Et fait, nous, on traque même si ce n'est pas la source.
Les KPI qu'on pourrait suivre pour dire si ça marche, c'est évidemment la génération de leads, le closing, le coût du CAC, en gros. Ouais. Voilà. Et on va dire, ouais, par rapport aux autres leviers. Mais c'est pas forcément, et je trouve ça intéressant de le dire, la recherche, c'est pas encore une fois de se dire, en fait, je vais chercher un canal qui est mieux que l'autre. En termes, ça se trouve, ça peut être un CAC qui est similaire à la génération de leads par email ou avec du paid. Mais du coup, c'est un canal en plus qui permet tout simplement de générer du pipe en plus. Et en fait, voilà, parfois tu peux générer peut-être un peu moins de leads, mais que par exemple, parce qu'il y a quand même la question du trust avec les ambassadeurs, donc peut-être que ça joue beaucoup plus sur le closing. Est-ce que tu as vu ce truc-là assez de manière récurrente? Moi, je parle beaucoup de closing, donc est-ce que Ouais. ça a un impact un peu plus, où tu as des chiffres comme ça, ou peut-être il y a des études sur le fait qu'une stratégie d'ambassadeur te permet de closer beaucoup plus rapidement que d'autres canaux? Alors là-dessus, moi j'ai deux chiffres. Globalement, nous, de ce qu'on peut constater sur ce que tu appelais tout à l'heure le ref call, le fait de mettre en relation des gens, donc le matching, bah, on va augmenter entre 8 et 17% la prise de décision. Donc en Trop gros, bien. entre un lead qui passe ou qui passe pas, si la relation a été faite, que les gens ils ont pu échanger, bah, tu as 17% au mieux, 20 de transfo en plus. Donc ça c'est vraiment cool. Parce que si tu as déjà des bons chiffres de transfo, tu vas quand même les améliorer. Après, sur le referral, souvent ce qui est intéressant, bah, c'est que globalement, tu vas faire x2. Ça, c'est les études qui le disent, parce que c'est pas moi qui. Tu vas faire x2, les leads vont transformer à x2 par rapport à tes taux de conversion dans leads intéressés. Il faut Ok. toujours le rationaliser par rapport à tes taux actuels. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction de ta marque, en fonction de ta trend, en fonction de ta compétition, ça n'a rien à voir. Tu es tout seul sur ton marché, on te recommande. Bon, bah, globalement, il y a peu de chances qu'on te dise non. On dira peut-être à plus tard. Mais du coup, tu as des taux de conversion différents que si tu es sur un marché où il y a 50 000 outils. Ok, avant de parler du passage à l'échelle, parce qu'effectivement, j'aimerais justement parler de ça, tu parles de la traîne. Bon, généralement, il peut y avoir des gens qui peuvent se dire, surtout les marques dont tu m'as parlé de Pennyline par exemple. Bon, bah, c'est une boîte cool, quoi. Tu vois. Et souvent, quand on parle de stratégie d'ambassadeur, on parle souvent de boîtes cool. De Notion, de Pennyline, de Apple, etc. Bon, la plupart Revolut. des boîtes sont pas cool, mais elles font du chiffre et elles sont utiles. Donc voilà. Justement, j'aimerais qu'on en parle un peu de ça. Je sais qu'aussi également dans tes clients, tu as des écoles. Donc Ouais, j'imagine que ça part de grandes écoles, top 5 d'écoles de commerce, top top 5 business, de, ouais. voilà, les top 5 d'écoles d'ingénieurs. Pour avoir connu ce milieu-là, bon bah effectivement, quand tu as fait HEC, bon, c'est quand même assez facile de faire de l'ambassade, enfin, d'être ambassadeur HEC. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que pour toi, il y a une corrélation entre l'efficacité de ta stratégie ambassadeur par rapport à ta marque et ton branding? Parce que pour moi, c'est intéressant d'être aussi transparent là-dessus. Est-ce que les gens, qui Complètement. font une stratégie d'ambassadeur, il faut aussi également qu'ils soient très précautionneux sur le branding. C'est souvent quelque chose qu'on met de côté parce que ça coûte cher, etc. Ou en fait, non, tu as vu des petites boîtes inconnues au bataillon mettre en place une stratégie hyper structurée et que ça donnait des résultats. En fait, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, de facto, quand tu es responsable marketing, que tu arrives dans une boîte où globalement la réputation de la boîte c'est de la merde, tu vas te dire, j'ai pas du tout envie de le lancer. Mm. En fait, c'est super contre-intuitif, mais souvent c'est là où il faut le lancer. Pourquoi? Parce que si je reprends mon point de départ, si tu as une base client de gens qui est là, il y a toujours quelqu'un qui est là pour une bonne raison. Je peux te donner des exemples. Tu vas choisir ton outil d'email automation. Aujourd'hui, tu en as 50 sur le marché. Ouais. Bah, t'en as, ils sont éclatés. Tu en as vraiment qui sont éclatés des outils. Euh, mais qui sont vraiment pas chers Ouais, j'en et ai qui un ont aussi. des Ouais. bons taux de Ouais, délivrabilité. ouais, ouais, trop bien. Bah, tu vois la difficulté. C'est-à-dire Mm. que tu vas arriver, tu vas dire, ah, bah, attends, moi, les gens, à chaque fois que je leur parle en tant que client, ils me disent, ton outil est pourri, ça marche pas, ça, c'est mal fait, ça, c'est mal designé, on comprend pas comment ça marche, regarde sur tel outil, c'est beaucoup mieux. En fait, comprends pourquoi les gens y restent, ils restent pour le prix, bah, pas de souci en fait. Ces gens-là, ils vont être ambassadeurs, ils vont être capables de dire, attends, moi je suis prêt à te montrer comment j'utilise, parce que c'est une galère. Je vais prendre peut-être une com pour avancer, je vais Mm. prendre mes récompenses, mais en fait, je vais être transparent avec toi. Sur le marché, c'est l'outil le moins cher qui marche le mieux. Et je te fais le parallèle avec les écoles, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clients sur ces sujets-là. Il y en a plein qui me disent, ouais, mais nous, on n'est pas Harvard, HEC. Ah, mais en fait, faut se dire que Harvard, HEC, ils sont aussi en compétition.
Donc en fait, ils ont aussi besoin de cette marque, ce trust, d'avoir des ambassadeurs qui en parlent. Ça fait partie de leur stratégie aussi. Et justement, quand t'es pas à Harvard et que t'es pas à HEC, la question, elle est pourquoi les gens ils viennent chez toi? Et tu vois, nous, je donne toujours cet exemple. On a une toute petite école à Paris de 37 étudiants. Ça cartonne chez eux parce qu'en fait, c'est une petite école familiale où les gens ils se connaissent tous, où ils s'apprécient tous, ils savent exactement pourquoi ils sont venus ici plutôt qu'aller à l'université. Parce qu'en fait, le concurrent, c'est une grosse université très connue, avec des formations qui sont très reconnues. Et ils disent, ouais, mais en fait, moi, je suis venu ici parce que je me sens à l'aise, parce que je peux m'exprimer, parce que je suis pas dans un amphi où les gens ils se bagarrent pour être le meilleur, le truc. Et du coup, je suis épanoui. Et du coup, tu peux te dire, ouais, mais en fait, personne la connaît, ta brand, elle est claquée, et globalement, c'est tout petit, c'est inconnu au bataillon, et ça sert à rien. Ouais, sauf qu'en fait, à partir du moment où tu as quelqu'un qui est dedans, et qui va en parler à sa cousine ou à son cousin pour lui dire, bah, en fait, je comprends que tu voudrais postuler à Harvard, à HEC, etc. Mais je t'avoue que moi, j'ai trouvé mon épanouissement dans ce truc-là. Et, Non, et mais en fait, hyper. chacun y voit son intérêt. Et en fait, ce qui est intéressant aussi également, c'est que tu pourrais te dire, bah, pour le coup, tu connais aussi bien les États-Unis. euh, Quand ça m'est arrivé de me balader dans des écoles et des universités américaines assez connues, la Ivy League par exemple, tu dis, mais en fait, l'énergie et l'argent qu'ils mettent dans leur programme d'ambassadeur alors qu'ils ont une super brand, ça te fait aussi réfléchir sur le fait que même eux, qui ont une brand incroyable, Yale va mettre un type qui va prendre une demi-heure, même pas une demi-heure, une demi-journée pour faire le tour du campus, répondre aux questions. Et puis ensuite, quand tu vas être intégré, tu auras un buddy pour bien t'assurer que tu restes, etc., etc. Donc, effectivement, je trouve ça intéressant en fait de se dire aussi également que beaucoup de belles boîtes continuent à avoir un programme d'ambassadeur et que voilà. Euh, Dernière chose que je voulais te poser, c'est que bah en fait, comment tu passes? Est-ce qu'il y a un vrai changement quand tu passes de 20 ambassadeurs à 200 ambassadeurs sans perdre en fait en qualité en fait? Pour moi, là-dessus, c'est vraiment une question de process et une question des actions que tu vas mettre en place. Mhm. Euh, Parce qu'effectivement, sur des actions un peu génériques permanentes, c'est assez facile d'aller mobiliser de plus en plus de gens, parce qu'en fait, de façon incrémentale, tu vas ajouter à ton flux et tu vas avoir les process automatisés. Quand tu es sur des actions un petit peu plus ponctuelles et manuelles, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir justement cette bonne segmentation pour faire en sorte que même si tu as ajouté 200, 500, s'il y a 1000 personnes demain qui ont rejoint ton programme ambassadeur pour dire j'ai envie d'être ambassadeur du podcast, bah, que tu puisses bien cibler les gens par rapport aux actions que tu veux leur proposer. Pour pas être en capacité de proposer d'aller participer, d'aller être speaker à un webinar à 1000 personnes et qu'au final, tu es 999 déçus. Donc c'est à toi aussi de bien segmenter les gens dans ta base, donc de bien les taguer pour être capable d'envoyer des actions de façon spécifique aux personnes qui paraissent les plus pertinentes pour ce sujet. Parce que, en fait, ce qui est saoulant, entre guillemets, d'être dans un outil communautaire sur lequel tes messages ne sont pas adressés à toi, c'est que généralement, on te fait du push, on te fait du push, on te fait du push. Et à un moment donné, tu te dis, OK, ça fait 2 mois que les messages, globalement, ça ne me concerne pas. J'ai juste envie d'arrêter le truc. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, si on te sollicite 2 fois par mois et que c'est que des messages qui te concernent, ah, tu dis, ah ouais, c'est cool, attends, là je vais aider quelqu'un, là je vais répondre. Donc c'est à tous les niveaux, tu fais ça dans un groupe WhatsApp, tu le vois bien. Pour ça que les Mm. groupes WhatsApp, ça marche très bien quand tu as 10 potes. À partir du moment où tu dis, bah, en fait, on met la classe, la promo de 70 personnes, les gens se marrent au début, puis après ça saoule tout le monde est en mute. Et c'est pour ça que les gens partent aussi beaucoup des Slack. Moi, je suis la première à craquer dès que c'est pas trop personnalisé. Et je me souviens dans la discussion pour préparer cet échange, on avait parlé de gamification et tu m'avais dit que toi, t'es pas hyper fan de ça, alors que c'est quelque chose sur lequel les gens vont se dire oui, les gens ont besoin de jouer, ont besoin de s'amuser, tu vois, parce que tu as envie d'intéresser les gens, etc. Tu peux expliquer justement pourquoi pour toi c'est pas une solution, tu vois. Alors, en fait, je peux pas fermer des portes comme ça. Pour moi, c'est un Je vrai sais bien. levier. Nous, on a décidé de pas aller là-dessus parce qu'en fait, c'est le niveau d'engagement le plus complexe à avoir. Et du coup, C'est le ça. niveau de prérequis qu'il faut que tu aies pour créer une communauté ambassadeur dans laquelle tu vas les divertir et les amuser, entre guillemets, par le challenge des uns entre les autres, il est ultra compliqué. C'est vraiment,
C'est la même problématique que tu rencontres quand tu veux organiser un dîner entre potes, quoi. C'est que organiser un dîner avec ton pote en direct, en one-one, bah, en fait, c'est simple, c'est unilatéral. Salut, on se voit quand, t'es dispo quand, on fait ça. À partir du moment où il faut qu'il y ait des interactions des uns entre les autres pour que ce soit rigolo, trop complexe. Donc, je dis Hmm. pas que ça marche pas, c'est juste que pour moi, ça va s'adapter à différentes typologies de population. Aujourd'hui, Hmm. nous, on a une vision de cette communauté ambassadeur où en fait la marque, elle te fait appartenir à un groupe, mais la marque te considère en tant que tel et en tant qu'individu ambassadeur. Elle te considère pas comme cette espèce de groupe où tout le monde est là et personne est là. Pas parce que c'est pas intéressant, parce que c'est le niveau encore au-dessus de se mobiliser les uns envers les autres. Parce que bien souvent, tu le fais en fonction de ce que tu peux faire, en fonction de ce que tu as disponible de faire. Et des fois, c'est juste que tu n'as pas l'opportunité. Donc, tu vois, un challenge de referral où tu vas aller te bagarrer pour être le meilleur ambassadeur sur le parrainage ever. Bah, une fois que tu as mis tes trois opportunités, des gens que tu connais très bien et tu fais, en fait, tu vas pas pouvoir aller en mettre 250. Et à Hmm. contrario, tu vas en avoir qui vont mettre 250, il n'y en a aucun qui sera qualifié, et du coup, ça va être déceptif pour tout le monde. Donc, je dis Hmm. pas que ça marche pas. Dans certains moments, ça marche, mais nous, c'est des sujets qu'on n'adresse pas parce que c'est vraiment, ça s'adresse à une heavy league des entreprises. Il faut que les gens ils t'aiment, il faut qu'ils aiment ta marque, il faut qu'ils aiment qui tu es toi en tant qu'animateur de communauté. Et là, on rentre dans un community manager. On rentre dans une personnification de cette communauté. T'en as qui arrivent à très bien le faire, hein, où les dirigeants, ils arrivent à driver des gens, et c'est eux qui parlent et tout, mais waouh, c'est super Ouais, dur. Il va mais falloir que tu crées des levels. c'est important de se dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas forcément une bonne idée d'aller regarder ce que font justement les boîtes qui vont parler de leur stratégie d'ambassadeur, parce que en fait, vous pouvez pas concurrencer avec le fait que tu as envie de te battre pour avoir le dernier téléphone Apple ou que tu as envie de te battre, je sais pas, je sais pas là tout de suite une idée, mais je sais qu'il y a Notion, typiquement, moi je sais que c'est une boîte sur laquelle, tu vois, moi j'aime énormément cette boîte, il y a pas mal de boîtes où tu t'es dit, voilà, tu te dis, bah, moi, je serais capable de me battre pour avoir une place, etc., etc. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est pas forcément d'essayer de copier. Quand on veut mettre en place une stratégie, c'est de se poser et de se dire, en fait, à mon niveau, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et ce que je comprends, en fait, et du coup, on va finir l'échange là-dessus, mais euh, ce que je comprends, c'est qu'il faut essayer de faire les choses au départ simples, d'avoir un peu des quick wins globalement. Et c'est quoi le conseil là que tu dirais à des gens qui se disent bon ok là du coup Edouard il m'a convaincu, peut-être que je vais aller ouvrir un nouveau canal d'acquisition et commencer à travailler la partie ambassadeur. Bah, je redis ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi, prends d'abord un bon mapping de qui pourrait être tes ambassadeurs, regarde là où il y a le potentiel le plus important sur les objectifs que tu as toi de ton côté prioritaires, parce que c'est de la visibilité, de la captation de lead, de la conversion de lead, et à partir de là, essaye d'aller chercher les 10, 15, 20 premiers dans une plateforme comme Magma ou pas, pour les mobiliser, pour les engager, pour les rétribuer. Et une fois que tu as ça, construis là-dessus, bâtis là-dessus. C'est vraiment un truc, l'avantage de ça, c'est quand même quelque chose qui est très, euh, comment dire, Qui s'améliore toujours en exponentiel en termes fait. de. Voilà. Exactement. Mm. Tu vas accumuler des couches les unes sur les autres. Et du coup, des ambassadeurs qui ont été impliqués, qui ont été rétribués. Enfin, nous, le AA moment qu'on dit, c'est quand ton ambassadeur, il a fait quelque chose et qui reçoit quelque chose chez lui. Tu vois, Mm. Mm. le moment où tu reçois ton email où ça te dit eh ben, merci d'avoir fait rentrer Laetitia, tu prends tes 200 € de bon d'achat, ou tu reçois chez toi le hoodie de la boîte avec un petit mot et des bonbons. Tu vois, tu te dis putain, waouh, trop cool. Et ça Même par mes contre ça proches, ils demande font pas ça. il faut de la rigueur parce qu'en fait il y a pas mal de boîtes et je le dis à faire attention, c'est-à-dire que moi il y a des il y a des programmes d'affiliation dans lesquels j'étais où j'ai pas reçu de mail. Et c'est déceptif dans ce cas-là où tu te dis, mais attends, où tu es obligé de faire la demande, mais attends, je crois qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui ont pris l'outil. J'ai toujours pas de vos nouvelles. Du coup, ça demande aussi également de la rigueur, en fait, pour que ça marche. Ok. D'où l'intérêt d'avoir un outil, de structurer ça et que ça s'automatise et que tu l'aies sous Ouais, les yeux pour te dire bon bah là, Laetitia, il y a quatre trucs, il faut que je lui envoie et en plus je vais m'excuser quoi. yes. Bah, en tout cas, merci énormément en fait pour ces partages. C'était très cool. Où on peut te trouver si Merci à on a toi envie de Laetitia. discuter de. Où on peut te trouver si on veut discuter de voilà, d'ambassadeur. Tout ça.
Bah, déjà, on peut me retrouver sur LinkedIn. Je suis quand même assez actif et n'hésitez pas. Mon LinkedIn est fermé, mais mon email est dans ma bio. Donc, c'est une façon de filtrer les robots. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je serais ravi de pouvoir échanger sur vos enjeux. J'ai aussi un calendrier qui est dispo dans ma bio pour prendre 30 minutes avec les gens pour réfléchir sur leur stratégie ambassadeur pro bono. Donc, n'hésitez pas. Moi, c'est un sujet qui nous anime avec mon associé juriste depuis 5 ans maintenant. Donc on a pas mal d'expertise sur le sujet. Et puis magma.app, je pense que vous arriverez à monter sur un agenda pour discuter sur la plateforme. N'hésitez pas, LinkedIn, c'est là où je suis le plus. Ok, et tu m'avais partagé aussi également un guide, etc., sur la partie stratégie d'ambassadeur. Et donc, du coup, j'en partagerai une partie que je validerai avec toi pour compléter un peu cet épisode-là, notamment sur les points clés, pour pouvoir mettre en place un programme. Donc, voilà, c'est un contenu. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Et du coup, voilà. Écoute, merci beaucoup, Edouard. Et puis, bah, je te souhaite Merci, Tisa. plein de bonnes choses. Et voilà, merci beaucoup. Ciao. Merci à toi. Ciao.